Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et je suis aux côtés d'Agathe Delannoy, bien sûr. Salut Agathe. Salut Alix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline McPhee, soprano lyrique et fondatrice de Mission Opéra. Notre invitée qui a chanté sur les scènes d'opéra les plus prestigieuses, œuvre pour démocratiser l'art lyrique et le rendre accessible à tous. Elle est aussi experte en prise de parole. Nous reviendrons sur son parcours, ses engagements et sa vision pour ouvrir les portes de l'opéra. Comment l'art lyrique peut-il devenir un moteur d'éducation et d'épanouissement pour les jeunes, y compris ceux en difficulté? Quelles méthodes pour capter leur attention et les inspirer? Nous découvrirons ensemble les bénéfices insoupçonnés de l'opéra, de la discipline à la confiance en soi. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu? Eh bien, je vais vous parler de la manière dont les musées se sont adaptés pour accueillir les visiteurs et les jeunes publics. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Caroline. Bonjour Alix. Caroline McPhee, bienvenue. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais vous êtes fondatrice de Mission Opéra, conférencière, experte en prise de parole en public et soprano lyrique, rien que ça. Pour commencer, Caroline, vous avez chanté sur les scènes d'opéra les plus prestigieuses, je le disais. Quel moment de votre carrière reste gravé dans votre mémoire? Oh là là, il y a tellement de très beaux souvenirs. Je pense que ma première production à l'Opéra de Lyon, donc j'en ai fait 6 productions à l'Opéra de Lyon, c'était La Flûte enchantée. Et c'était merveilleux. C'était avec un vidéaste qui s'appelle Pierrick Saurin, qui était un vrai génie. C'était une très très belle production. Quelques années plus tard, j'ai fait Peter Grimes, de Benjamin Britten. Ça, c'est une musique britannique qui me tient beaucoup à cœur. Il y avait un décor, la lumière, ça aussi, c'était magique. Donc, ces deux productions-là restent précieuses dans mes souvenirs. Et justement, vous venez de l'évoquer, vous êtes britannique, installée en France. Est-ce que votre identité culturelle influence votre approche de la musique et de la scène? Je pense, je suis une personne chaleureuse, mais aussi assez directe. Donc, dans ma façon d'être sur scène, je suis assez pratique sur scène. Je propose des solutions à un metteur en scène, à un chef d'orchestre. J'essaye aussi ce qu'ils veulent de moi, mais ça, en fait, ça fait partie du job. Mais je pense tout le temps, peut-être ça fait partie de mon caractère en tant qu'Anglais, je ne suis pas sûre, mais je suis toujours prête à y aller, à essayer, à tenter. Et puis, OK, si ça ne marche pas, on essaie d'autres choses. Et vous diriez qu'il y a une différence dans l'approche anglaise et française? J'ai travaillé avec énormément de nationalités, des Asiatiques, beaucoup d'Européens. Et c'est vrai qu'il y a des différences en termes d'approche. Des différences grâce aux différences. Et c'est quoi culturelles. La spécificité française alors? Je ne peux pas vraiment dire. Oui. C'est tellement personnel. Oui. C'est tellement personnel. Ouais. Et alors, qu'est-ce que Mission Opéra? Oui, donc Mission Opéra, c'est un projet qui existe depuis 2019. Ça a commencé dans l'Académie de Grenoble à Valence. Et c'est un projet pédagogique et artistique avec 2 objets principaux. Tout d'abord, c'est un projet qui promeut les compétences essentielles pour réussir dans la vie chez des jeunes défavorisés, des jeunes qui ont très peu d'accès à la culture grâce à un projet artistique ambitieux. Et deuxièmement, ça promeut l'art lyrique, ce genre de musique qui peut être élitiste, qui peut être très cher, qui peut être assez inaccessible pour ces jeunes-là. Parallèlement, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de développer des liens très forts entre le monde d'entreprise et ces jeunes-là. D'utiliser ce projet comme une plateforme pour développer certaines compétences et puis
créer des liens avec des entreprises et des vraies opportunités pour ces jeunes. C'est là où c'est assez unique comme projet. Et justement, je vous propose qu'on regarde ce que ça donne en images. Moi, avant, je connaissais l'opéra de nom, mais je n'avais pas du tout cette vision de l'opéra. Moi, personnellement, je pensais que c'était un peu pour les vieux, que c'était un peu... voilà, c'était vraiment pour les grandes personnes qui étaient vraiment passionnées, mais en fait, c'est pas vraiment que pour les personnes âgées, du coup, parce que on apprend, hein, si on n'a pas pratiqué, on peut pas vraiment comprendre le ressenti qu'on a quand on écoute de l'opéra ou qu'on en fait. En vrai, c'est un style de chant déjà. Assez compliqué parce qu'il faut aller chercher des notes qu'on pense pas forcément avoir dans nos cordes vocales. Moi quand même au début, j'aimais pas, mais maintenant j'avoue, ça me plaît d'être ici et avec tous mes amis et les gens qui sont ici. Enfin, moi personnellement, il y a des notes, je pensais pas que je pouvais les sortir, mais ouais, c'est ça, c'est du chant pour les garçons plutôt grave et nous assez aigu. Ouais. Plus aigu, oui. Ouais. Caroline, l'opéra, c'est trop complexe, trop sérieux pour les jeunes? Il peut être trop sérieux, il peut être trop cher, il peut être chiant. Ok, je suis tout à fait honnête. Quand je parle de l'opéra, comme dans tout, c'est une question, c'est très subjectif. Hein. Il faut que l'approche par rapport à l'opéra soit différente pour ces jeunes, pour le rendre accessible à ces jeunes. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Mission Opéra. Parce que je suis convaincue que c'est en chantant, c'est la meilleure façon de découvrir l'opéra. Parce que là, ils comprennent en fait mon message principal, primordial, toute l'expertise dont on a besoin pour produire un son suffisamment puissant pour passer au-dessus d'un orchestre de 60 personnes, sans micro, en même temps faire de la mise en scène, gérer un accessoire, gérer un costume, garder en contact toujours avec le chef d'orchestre, faire attention au chœur, respecter beaucoup de nuances musicales, artistiques. Donc c'est extrêmement complexe. Et c'est en chantant, en apprenant le chant, que ces jeunes apprécient la complexité de l'opéra, la difficulté, mais aussi c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. Hein? Ils apprennent, ils persévèrent, ils deviennent disciplinés, ils comprennent ce que c'est la rigueur grâce à ce projet. Mais ils ont besoin d'apprendre le solfège, par exemple? Non. Donc, c'est les répétitions, la façon dont on travaille. Et maintenant, je mène des formations pour former des futurs intervenants qui vont faire le même travail que moi. C'est extrêmement pratique, c'est direct, il y a un échange et il faut aucune connaissance musicale pour faire ce projet. En fait, parfois, ça bloque. Parce qu'il y a des préjugés, il y a non mais j'ai fait comme ça. Un cadre trop rigide. Il y a un cadre. Donc c'est très cadré, mais en même temps c'est très ouverte et ça marche avec ces jeunes. Agathe. Et justement, techniquement, est-ce qu'on apprend à chanter de l'opéra comme on pourrait apprendre à chanter, je sais pas, de la musique pop? Oui, la technique vocale a les mêmes bases, mais c'est vrai que pour l'opéra, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la projection, parce qu'on n'a pas de micro. Il faut aller plus loin dans la diction, il faut aller plus loin dans les gestes, parce que nous sommes sur scène, il faut tout exagérer. C'est une exagération de tout ce qui est naturel. Mais à la base, ce sont des mêmes bases vocales autour de la respiration et des résonances, l'ouverture à l'intérieur du crâne, de façon plus marquée.
Et chez vous, justement, ça a commencé à quel âge? Donc, j'ai commencé des cours de chant à 11 ans. J'avais déjà commencé le piano et la flûte traversière quelques années avant. Et puis, j'ai commencé à chanter. Et puis, ma maman a bien remarqué, j'ai 2 frères et 2 sœurs, on joue tous le piano et un deuxième instrument. Et j'ai commencé à chanter et maman, elle a remarqué que ma voix avait un certain timbre. Et à partir de ce moment-là, c'était ça mon chemin, en fait. Et vers 16 ans, je me suis dit, je veux faire comme carrière. Et pour autant, l'opéra, vous trouviez ça sexy à l'époque, à 16 ans, adolescente? Je devais un peu cacher. Parce que il faut dire que je ne suis pas née dans une famille de musiciens. Aucun de mes amis à l'école, de mes copines, faisaient la musique. Moi, je faisais beaucoup de sport aussi. Et c'était pas quelque chose, c'était assez rare d'avoir cette passion. Et petit à petit, je suis devenue plus à l'aise à m'exprimer, à dire non, mais j'adore cette musique. En fait. Ce qui m'a vraiment attirée vers l'opéra, c'était la poésie. En fait, j'ai commencé à étudier la poésie française et allemande parce que j'ai fait beaucoup de français et allemand au lycée. J'ai fait un diplôme tout d'abord avant de faire la musique en allemand et français. Et j'ai découvert la poésie de Hugo, de Verlaine, de Goethe, de Heine. Et puis j'ai découvert les mélodies et les leaders de Debussy, de Schubert. Et je me suis dit, oh là là, c'est ça que je veux faire. Et après, j'ai découvert la scène. Et c'est ça que vous essayez de transmettre aujourd'hui. Quand vous faites un spectacle avec des jeunes, voire des enfants, est-ce que vous y mettez la même exigence que si c'était des adultes? Oui. Moi, je suis peut-être même plus exigeant parce que j'ai tellement de confiance en eux. Et ça, c'est vraiment primordial pour ces jeunes qu'en tant que directrice du projet, que vous vous montrez une confiance, mais 100% en leur potentiel. Parce que le but du projet, c'est qu'ils se rendent compte de leur potentiel. Et j'ai eu des retours magnifiques des jeunes, mais j'avais un retour qui m'a particulièrement marqué. C'est ce que j'allais vous demander. Qui était ce projet m'a montré de quoi je suis capable. Donc, c'est ça le but. C'est ça le but. Et vous créez des vocations? Pardon? Vous créez des vocations? Est-ce qu'il y en a qui se mettent au chant, voire à l'art lyrique? Il y a plusieurs résultats de ce projet. Tout d'abord, il y a ceux qui, au début du projet, disent « Oh, l'opéra, c'est pas pour moi ». Et quand même, petit à petit, au cours du projet, ils disent bah, « Je n'apprécie pas toujours, ce qui est tout à fait normal, mais je respecte ce métier. » Et ça m'a énormément appris de faire ce projet. Deuxièmement, j'ai des jeunes qui disent « Je vais pas peut-être continuer à chanter, mais je vais écouter, je vais aller à l'opéra. Maintenant, je comprends ce que c'est et j'adore cette musique. » Et j'ai troisièmement, certains jeunes qui disent « Oui, je vais continuer à chanter. » Et ça peut être pop, mais ça peut être d'autres choses. Mais ils s'intéressent vraiment à cette pratique du chant. Et d'un point de vue éducatif, puisqu'on parle de jeunes, selon vous, quels sont les bénéfices principaux de l'opéra, de l'art lyrique? En pratiquant le chant lyrique, on apprend énormément de compétences. On développe la confiance en soi, la prise de parole en public. Avec des jeunes lycéens, c'est ça qui est le plus frappant. Je sais que les enseignants reviennent vers moi en disant, dans tous les examens, à l'oral surtout, ils sont plus présents, ils ont beaucoup plus de confiance. Ils développent la discipline, la rigueur, l'écoute active, la cohésion d'équipe. Et encore une fois, les enseignants redisent qu'ils sont plus concentrés en classe, qu'ils ont moins de décrochage. Et 60% des décrochages en France sont dans les lycées pro. C'est un secteur il faut vraiment cibler en termes d'engagement, de développement de la confiance en soi. Et aussi, bien sûr, ça c'est un vrai sujet dans le monde de l'entreprise. Et quand vous vous adressez à des jeunes en difficulté, vous avez une méthode particulière?
j'adapte ma méthode est surtout un mélange équilibré entre l'exigence et bienveillance. Et puis j'adapte cette posture, c'est vraiment une posture à chaque groupe. Et bien sûr, il y a les étapes par lesquelles il faut passer. Donc, par exemple, avec une partition, on commence jamais à juste chanter. Oui. Tout d'abord, il y a toute une préambule avec l'équipe enseignante où ils travaillent les paroles, le sens du texte, c'est très important. Et parfois, j'ai des classes aussi qui sont allophones, qui ont des compétences limitées en termes de lecture du français. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ils ont des capacités parfois vocales énormes, mais ils ont besoin de plus de temps avec le texte. Donc, on commence toujours avec le texte. Et puis séparément à créer des sons, des bruits, pas nécessairement des notes. Puis on attaque les notes, puis on met les deux ensemble. J'intègre aussi les exercices de rythme, les exercices de team building, de cohésion d'équipe. Parfois, j'ai des classes, j'ai 100 jeunes devant moi qui ne se connaissent pas nécessairement. Il y a 4 classes et ils ne se connaissent pas. Ils font toutes les différentes disciplines. Donc, il faut une vraie cohésion d'équipe aussi. Agathe. Est-ce que c'est possible que certains jeunes ne soient pas sensibles à cette musique? Oui. Vous en avez rencontré, comment on les prend par la main dans ces cas-là? Et dans ce cas-là, je dis, encore une fois, c'est un échange avec ces jeunes. Je dis, vous avez le droit de ne pas aimer cette musique. C'est normal. Mais vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre comment vous tenir, comment vous présenter dans votre prochain entretien d'embauche quand vous quittez le lycée ou pour votre prochain stage. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même si on fait une tâche soit barbative, qui n'est pas particulièrement plaisante. Ce qu'on fait tous les jours au boulot, il y a toujours cet aspect-là dans le monde du travail. Ou soit si c'est quelque chose mais vraiment que je n'aime pas, pour laquelle j'ai pas particulièrement une passion, il y a toujours quelque chose à apprendre. Bien sûr. Et souvent, quand je les dis, à la fin, ils disent « En fait, j'aime bien. » Ça me plaît, je comprends. Vous avez ouvert cet univers. Et deuxièmement, je sais que j'ai développé les compétences qui sont très utiles pour moi. Et on va voir, Caroline, que cette quête d'accessibilité ne s'arrête pas, ne se limite pas à l'opéra. C'est parti pour la loupe d'Agathe. Et Agathe, les musées aussi captivent les jeunes. Mais oui, parce qu'il n'y a désormais qu'un pas entre le scroll sur Instagram et l'achat d'un billet en ligne pour aller visiter les musées. Et ça, les musées, ils l'ont bien compris. Aujourd'hui en France, 1/3 de leur budget est consacré à la communication digitale. C'est un pari audacieux mais efficace. Pourquoi ? Parce que 70% des utilisateurs sur Instagram ont moins de 34 ans. Et c'est un impact énorme qui touche directement les musées. Par exemple, au Louvre, 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Chaque jour au Louvre, le musée récolte entre 300 et 400 mentions en story ou en publication Instagram. Les spectateurs deviennent des médiateurs, voire des critiques amateurs. Alors ces interactions, elles boostent non seulement l'intérêt du public, mais elles génèrent aussi une certaine référence sur les expositions dans les algorithmes. À l'échelle mondiale, le hashtag Museum, il a déjà été utilisé plus de 23,8 millions de fois dans des stories et dans des publications. Alors l'art, ça fait cliquer. Et on voit donc apparaître des influenceurs musées. Mais absolument. Et ça, c'est pour les musées de la ville de Paris, les visites, justement, elles organisent des visites avec des influenceurs quasiment tout le temps. Il y a un exemple très marquant. L'année dernière, à l'occasion de la nuit des musées, il y a Lena Situation qui a réalisé un live sur Twitch depuis le Louvre, accompagné d'un conférencier. Résultat, un véritable succès, des millions de vues et une nouvelle manière de connecter les jeunes à l'art. Il y a plein de comptes qui existent aujourd'hui, Whatever Hugo, La Minute Culture. Tous ont leur propre style, certains avec poésie, d'autres avec humour, mais ils partagent tous leur passion pour l'art et renforcent l'esprit de communauté. Voilà, l'expérience muséale est devenue instagrammable. Les lumières sont soigneusement pensées, la scénographie des œuvres, les espaces photogéniques, tout est conçu pour être capturé et partagé. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Match with Art. Elle crée un concept où, justement, elle va se fondre comme un caméléon dans des œuvres d'art. Regardez.
Et donc on le voit, les visiteurs changent leurs habitudes, mais les musées, ils s'adaptent comment ? Eh bien, les musées innovent aussi justement pour répondre à cette demande d'expériences sensorielles et immersives. L'exemple le plus marquant, c'est quand même l'Atelier des Lumières à Paris, comme vous pouvez le voir sur ces images, où justement les œuvres classiques reprennent vie grâce à des projections géantes. Ici, on ne vient pas seulement voir, mais on vient vivre une exposition. Et il existe même des pop-up musées. Oui, alors ça, des pop-up musées, on en a comme le musée de la crème glacée ou celui des ballons. Ces concepts qui sont, bien sûr, vous vous en doutez, critiqués par les puristes, eh bien, séduisent une jeunesse en quête d'expériences ludiques et visuellement mémorables. Alors finalement, peu importe la forme que prennent ces initiatives, les influenceurs et les réseaux sociaux poussent les jeunes à franchir les portes du musée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ce monde de l'influence dans l'accueil de l'art ? Est-ce que vous trouvez qu'elle a sa place ? Est-ce que vous trouvez qu'elle travaille bien, justement ? Je pense qu'elle a tout à fait sa place. Hein. Et c'est une façon de créer des liens avec de nouveaux publics. Oui. Et l'opéra est souvent perçu comme un art élitiste, on l'a dit. Qu'est-ce qui manque fondamentalement pour vous ? C'est quoi la priorité pour le rendre plus accessible ? Je pense qu'il faut... et je parle plutôt par rapport à ces jeunes avec qui j'ai un contact. Je pense qu'il faut vraiment plutôt se tourner vers leur univers à eux. Parce que je sais qu'il y a des initiatives de la part des maisons d'opéra de monter des projets, de créer de la musique, des liens avec ces établissements-là. Mais la base de ce travail, c'est le monde de l'opéra. Et je pense qu'il faut renverser le truc et tout d'abord aller dans les lycées, comprendre ce que ces jeunes écoutent, de les entendre, de les écouter, de comprendre vraiment l'absence totale de cette musique dans leur vie, qu'ils n'ont pas les mêmes références, et ce qui est normal. C'est juste, il faut l'accepter. Et puis, changer un peu le discours, mais tout en visant un but élevé. Ça, c'est très important. Et je pense parfois, on essaie de créer quelque chose de très beau, etc. Il faut rester simple. Il faut chanter des belles mélodies. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Il faut qu'il y ait une belle histoire. Il faut des accroches simples. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un métier c'est un métier complexe. Il ne faut pas simplifier les choses pour ces jeunes-là, mais pour tout débutant en opéra, il faut une accroche simple. Et il y a la question de la scénographie et de la chorégraphie aussi. Est-ce que le format classique, récital, chant, piano, finalement, c'est peut-être pas assez visuel pour un jeune ? Tout ce qui est récital, c'est vrai que ça, c'est encore moins accessible pour tout le monde. Mais là, avec ce projet-là, on parle vraiment de l'opéra. Et on a 3 versions, on a 3 formules de ce projet. La 3e formule, qui est très ambitieuse, c'est la formule résidence. Et là, on fait 5 jours intenses. Et les jeunes font que ça. Ils alternent entre 1h30 théâtre, 1h30 chant vocal, répétition vocale, et à la fin, ils font une vraie production avec mise en scène dans 5 jours. Donc, j'ai fait avec une centaine. Et ça, ce sont des jeunes que vous sélectionnez. Il faut qu'ils aient certaines qualités, non ? C'est vraiment selon leur bon vouloir. Sont les tout débutants. Et j'ai fait avec 100 jeunes l'année dernière. On a fait une version adaptée de Daphnis et Chloé avec une mise en scène avec Caroline Lhuillet-Combal de la compagnie 8 à Valence. Et c'était un énorme succès. Et cette année, on va faire une version adaptée de La Traviata de Verdi. Donc, on va faire en français, on va rendre plus contemporain. On va incorporer un peu de mise en scène, mise en espace. Donc, ce sera un spectacle assez complet. Parce que le jeu de théâtre, le côté théâtre, ça aide vraiment le chant. Agathe. C'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant de voir cette accessibilité, comment on le transmet, comment on donne le goût à l'opéra aux jeunes. Et ma question, c'est finalement, est-ce que l'opéra, ça pourra jamais non plus être quelque chose de populaire ? Ça tient quand même une certaine image, une certaine... Oui, mais à une époque, c'était une musique populaire. Et l'opéra, ça parle de quoi ? Ça parle de l'amour. Carmen, c'est une histoire de l'amour. Et pour les jeunes, je pense, ça montre ce qu'il faut absolument pas faire dans l'amour. Ça termine mal. Donc, ça parle de la mort, de
du racisme, de tout un tas de thèmes très forts, puissants, qui sont extrêmement contemporains. Donc... les tarifs sont une barrière aussi. Les tarifs sont, je pense, moins chers que si on va à un match de foot Paris Saint-Germain, par exemple. Donc, il y a quand même des tarifs très intéressants. Pour les jeunes, il y a des pas formules, uniquement pour les jeunes, mais comme vous avez dit, vous êtes allé à l'opéra quand vous étiez jeune, et vous avez profité de ces tarifs-là. Donc, mais ces jeunes-là, beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte de ces opportunités. Mais je me permets mais justement, en préparant cette chronique, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème plus au niveau des musées, mais plein de gens étaient un peu en panique à savoir comment s'habiller pour aller au musée. J'imagine que l'accoutrement pour aller à l'opéra, on n'y va pas n'importe comment, et je suis quasiment sûre que c'est une question de se dire, est-ce que c'est accessible, est-ce que moi... je peux y aller tel que je suis, avec mes habits, avec ce que je suis. Mais bien sûr, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a pas de code. Il y a des gens qui s'habillent de façon très fine, de façon très classe, et il y a des gens qui vont en jean. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, il n'y a pas de tri à l'entrée. Non. Et on se rapproche déjà de la fin, Caroline. Une dernière question sur une initiative chouette. Vous prévoyez, enfin plus que chouette, très intéressante, vous prévoyez des masterclass dans des camps de réfugiés. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre dans un tel contexte ? Je pense que par le chant, par le biais du chant, on découvre tellement de choses. On prend la confiance en soi, on crée des liens. Un des autres commentaires qui m'a vraiment frappée, c'était que le théâtre et l'opéra, c'est comme une fenêtre sur le monde. Qui crée des liens avec des autres. Et c'est ça qui est beau avec la musique. Elle est universelle. Donc ce projet prend de l'ampleur. On a déjà travaillé avec plus de 500 jeunes dans les académies de Grenoble et de Lyon. On a besoin du soutien, on a besoin des financements, des partenaires pour nous aider à explorer d'autres chemins et peut-être dans les camps de réfugiés. Mais pour l'instant, on ne peut pas tout faire et on essaie sans financement, on a besoin des subventions, du soutien du ministère de la Culture et de l'Éducation, bien sûr, aussi, mais de aussi créer des liens avec des entreprises qui sont prêtes à nous sponsoriser et en retour, on peut proposer des jeunes talent très intéressant. Et le message est passé. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange inspirant. Caroline McPhee, fondatrice de Mission Opéra, conférencière, experte en prise de parole en public et soprano lyrique. Merci à toi, Agathe. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission.